2 jours avant Thanksgiving, à Silverthorne, dans le Colorado. Hey, Steph! Tandis que la neige tombe doucement dehors, Steph! chez la famille Brunner, Steph? l'angoisse monte. Hey, Steph! Les 3 enfants de Dale Brunner, 48 ans, sont en retard pour l'école. Hey, Steph, will you call me when you get this, please? Et leur mère est introuvable. Stéphanie était partie depuis des heures. Daddy, where's Mommy? I don't know, sweetie. She's supposed to come on our field trip today to the museum. I'm sure she'll be there, okay? Why don't you finish getting dressed, get your jacket on, and help your brother? Il a déposé ses enfants à l'école et il a appelé les secours. Yeah, hi, this is Dale Bruner. I'm calling because I'm worried about my wife, Stephanie Bruner. Yeah, we had a bit of a disagreement last night, and she went out for a walk around 10 p.m., and she never came back. Il nous a dit qu'elle était partie à pied. I don't know. She's wearing a red jacket, tie-dye shirt. Elle voulait se vider la tête. I'm at 6321 Green Terrace Drive. Le soir de sa disparition, dehors il faisait moins 17, avec un ressenti de moins 30 à cause du vent glacé. Des températures comme celle-ci peuvent être très dangereuses. Elle est sortie de chez elle et a disparu. Quelqu'un l'a-t-elle aidée à disparaître? Après avoir obtenu son diplôme à l'Université de Californie à Irvine, Stephanie Roller souhaite rejoindre le corps de la paix. Steph était une grande rêveuse. Elle aimait aider les autres. Elle croquait la vie à pleines dents. Adepte de la nature, Stephanie fait du bénévolat en tant qu'ambassadrice de bonne volonté à Mount Hood, dans l'Oregon du Nord. See, right up through there, that's Mount Hood. It's actually a stratovolcano. Do you know what that means? Please tell us. It's built up over many, many years with layers of hardened lava. Thank you. C'est là qu'elle rencontre Dale Brunner, un photographe de la vie sauvage. Hello? Sorry, I was distracted by that prairie falcon. Did you see that by any chance? No, but I've seen them before. Dale prenait des photos et il a volontairement bousculé Stéphanie. Well, what are you doing, writing parking tickets? Very funny. No, I'm actually an ambassador for the park. Il était charmant. Ce n'était pas un macho. Il était plutôt du genre tranquille. What's with all the camera gear? Well, I am working too. Stephanie. Can I try something? Oh, Stephanie, this is much better. Here, just hold those. Je me souviens quand elle m'a parlé de lui et quand elle a découvert qu'il s'appelait Dale. Those eyes, beautiful. Elle était amoureuse de lui. Il était charismatique. Et je me rappelle avoir pensé, je comprends ce qu'elle aime chez lui. La connexion entre eux est instantanée. Après une année à se fréquenter, le couple s'installe à Silverthorne, dans le Colorado. Glad you like it. It's my favorite hike. Me too. Where do you want to go for vacation this summer? Oh, man. Think Costa Rica? Hawaii? Bahamas? Fiji? We can go anywhere. Oh, Costa Rica sounds amazing. But then again, so does Fiji and every other tropical island I fantasize about. J'étais heureuse pour elle. Elle était prête à vivre cette nouvelle aventure. Well, then maybe Fiji. Maybe that's the perfect place to get married. Married? Yeah, sure, why not? Are you serious? Ils sont devenus très proches et sont partis aux îles Fidji. Will you marry me? I'd love to. Ils fondent rapidement une famille. 2 filles et un garçon. Elle adorait être mère.
et elle excellait en la matière. Look at me, Dad. You want a spot? Nope, I'm good. Dale Brunner semblait être le mari et le père parfait. Race to the top. She's definitely your daughter. Clearly. Quand Stéphanie ne s'occupe pas des enfants, elle donne des cours de danse et travaille pour le comté comme urbaniste. Elle a toujours adoré la danse. On a commencé à en faire très jeune. Elle s'impliquait dans des œuvres caritatives locales. Elle était très populaire et aimée de sa famille et des membres de la communauté. C'est d'autant plus glaçant lorsque Stéphanie disparaît la nuit du 22 novembre 2010, 2 jours avant Thanksgiving. Il n'est pas rare que des personnes disparaissent, mais il est rare qu'une mère laisse sa famille 2 jours avant une fête. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants. Je me souviens m'être dit, c'est impossible. La photo de Stéphanie est rendue publique et l'agent Teresa Barger monte une équipe de recherche. Thank you. Officer Barker? You said she was alone. And if you had to guess her age, what would you say? On a appelé les services de recherche et de sauvetage, on étudiait toutes les pistes, on recevait plein d'infos. Ça faisait vraiment beaucoup. La nouvelle se répand. Tout le monde se joint à l'équipe pour tenter de la trouver. Stéphanie était tellement aimée que toute la communauté s'est mobilisée. Excuse me. Have you seen this woman? Her name's Stephanie Brunner. Nous étions à la recherche de Stéphanie. Excuse me. Have you seen this woman? Her name's Stephanie Brunner. No, I haven't. Stéphanie aime se promener le long de Blue River, dans le parc national derrière chez elle. Stephanie! Mais il n'y a aucune trace d'elle à cet endroit. Stephanie! Stephanie! De nombreux bénévoles sont venus parcourir les berges de la rivière pour trouver Stéphanie. Nous avons vérifié les hôtels, les motels, les bandes de vidéosurveillance des restaurants, de l'accès de l'Interstate 70, pour voir si quelqu'un l'avait vu. La police de Silverthorne a fait du bon boulot pour coordonner les recherches de Madame Brunner. Ils ont tout passé au peigne fin. Malgré toutes nos recherches, nous n'avions vraiment aucune piste. Le lendemain matin, Dale Brunner se rend au commissariat de Silverthorne pour voir l'agent Barger. Mon but, c'était de comprendre les faits. So there are 3 options in a missing persons case like this. I'm Teresa, by the way. Dale. So 1, she ran off to start a secret life. 2, she committed suicide. Or 3, she was murdered. Au début, il était plutôt calme et posé. You okay? No, I'm not okay. Puis il est devenu très bouleversé. My kid's mother. I know, I'm sorry. So we need to verify a few details, okay? Just so we can try to eliminate you as a suspect. Yeah, I just want to get this done as quickly as possible so we can find out where she is. So why don't you walk me through exactly what happened last night? Okay, around 10 p.m., Stephanie went out for a walk to get some fresh air, and I fell asleep soon after that, and next thing I know, it's morning, and she never came home. Why do you think that she went for a walk so late at night in the middle of a snowstorm? Well, things haven't been exactly great in our relationship, and that's something that we're working to try to fix, but I thought it would be good just to give her some space. Il a dit qu'il s'était disputé, que ce n'était pas grave, qu'elle avait simplement besoin de sortir se vider la tête. Why do you think she didn't take her purse or her keys with her? Didn't you think that was odd? Okay, look, I'm gonna be honest with you. The reason I wasn't really worried about where she was going is I just assumed that she was gonna go be with her boyfriend. Her boyfriend. Yeah.
you have any information, that'd be great. If anything else is missing, you need to let us know right away. Dès le moment où Dale Brunner révèle que sa femme disparue a une aventure, l'agent Teresa Barger sait que l'affaire se complique. When Stephanie left the house, I just figured her boyfriend was coming to pick her up. So you knew she was seeing someone? Yeah. His name's Dennis Calden. Stephanie was his dance instructor. When she told me about the relationship, I mean, it affected our marriage. Greatly, obviously, but... Look, I just want Stephanie to be happy. Even if that means that she's with him. Quand Monsieur Brunner a mentionné le petit ami, je me suis dit, ça, je le savais pas. Ils s'étaient rencontrés à Dancing with the Mountain Stars. Dancing with the Mountain Stars associe un habitant et un professionnel de la danse dans le but de collecter des fonds pour l'hôpital du comté. Is this the right place? Oh, hi. I'm Dennis. Stephanie. It's nice to meet you. I have to let you know, though, I have 2 left feet. Le kinésithérapeute, Dennis Calden, venait à l'association de danse pour la première fois. Il était entre de bonnes mains avec Stéphanie. Okay, I think we'll just start with a basic salsa step. So, I'm gonna take my hands like this, get in tight here. Just Okay. like prom. So on the first count, it's gonna be 1 and 2, we come back to center, and then your right foot goes back. 3 and 4. And then you just repeat that. 1 and 2. Dennis était intéressant. Un grand type athlétique. Ils sont vite devenus très proches. Oh, this is easy. I gotta get in. Oh. Okay. It's okay. Okay. It took me a while to open. There you go. Yeah. There you go. Oh, yeah, okay. See, you're good at that. You're a natural. I've got this. Yes. Yes. Avec lui, elle se sentait vraiment très spéciale. Le grand soir, Stéphanie et Dennis font un numéro impressionnant. Ils ne se contentent pas de remporter le trophée, il y a autre chose. Ils se sentent liés. Il était à l'écoute. Il se souciait d'elle et voulait mieux la connaître. Il s'intéressait à sa vie. That was amazing. That was incredible. So good. Dale n'a pas pu assister à l'événement, mais une personne en particulier dans le public a encouragé Dennis. Hi, baby. Hey. Hi. Sa femme, Loretta. You see that? I did. We were Oh just- my. Hi, I'm Loretta. I'm Dennis's wife. Stephanie. Hi, Stacy. Oh my gosh, thank you so much. You did such a good job. He wouldn't dance with me at our own wedding. Il était clair que Stéphanie et Dennis avaient une relation très forte, qui était compliquée de par leur mariage respectif. We've had some drinks. Let's get you home. All right. Thanks again, Stacy. Stephanie. Yeah. Ils respectaient tous les deux le fait qu'ils étaient en couple. Il n'y avait pas d'adultère. Pourtant, au cours des 2 mois suivants, I was so young when I met Dale. les sentiments de Stéphanie et Dennis s'intensifient. Scored to move to Colorado. I honestly have no regrets. It's just things are different now. I understand. And I love my wife, but I feel like she doesn't see me, you know? Like you do. Elle était tombée amoureuse. Elle avait rencontré quelqu'un à qui elle se sentait liée. À la mi-octobre, Stéphanie partage son secret. You know, something seems different about you today. You're glowing. You know that guy that I was teaching for the charity event? Yeah, what about him? Well, we've been seeing a lot of each other lately. For what? The competition's over. Wait a minute. I know that look. You are not. And I think I've fallen in love with him. Wait, back up. Did you say love?
Tell me everything. Quand elle s'est confiée à ses amis proches, ils ont accepté la situation même si elle était mariée à Dale. It just happened by accident, but nothing physical. He makes me so happy. Does Dale suspect anything? Yeah, he knows. Dale était blessé. Il voulait qu'elle revienne. Et il essayait de convaincre sa famille de la faire revenir. Okay, everyone. So Stephanie's been missing for the last 36 hours. And right now we're in a critical window of time. And what I need from you guys is to go back to your tips and see what you can find. And follow up again. Detective Barger here has done an excellent job laying the groundwork, but we need to build on that and expand the perimeter. Detective Barger? Based on conversations that we've had with friends and family, we've learned that Stephanie is commonly active outdoors. So we need to double back on all trails and search all remote hiking paths up in the woods. No areas to be left uncovered. Got it? Good. Let's get back to work. Nous avions tous un sentiment d'urgence. Nous savions que si nous ne la trouvions pas bientôt saine et sauve, c'était mauvais signe. Pendant que l'équipe de recherche continue de quadriller Silverthorne, Greg Sadar, de la police du Colorado, interroge Dennis Calden. I'm just gonna ask you straight up. Do you know where Stephanie is right now? I absolutely have no idea. Il a affirmé que la relation n'était pas physique, mais spirituelle et émotionnelle. When was the last time you saw her? We met up Monday afternoon. 2 days ago. The same day she went missing. Yeah, I wrote her an email that Sunday evening telling her that it was over, but she wanted to meet in person the next day. Thank you for meeting me. I knew if we could just see each other, if we could talk face to face, we could just figure out whatever this is that's going on. We can make this work. I can't. I'm sorry. Sa femme ne sait rien au sujet de Stephanie. Dennis décide de mettre fin à la relation en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour sauver son mariage avec Loretta. What about us? We had a plan. We can make this work. Don't think for a second that this doesn't hurt me as much as it does you, because it does. I have to go. Please, don't. Dennis nous a dit que c'était la première fois qu'il l'embrassait et qu'il s'était rendu compte qu'il tenait beaucoup à elle, même s'il devait la quitter. Ça a dû l'anéantir. C'était son âme sœur. Et il lui a fermé la porte. Have you talked to her or seen her since then? No. That was it. Where were you that night? Around 10 p.m. I was at home with my wife. Son alibi était qu'ils étaient tous les deux au lit, qu'ils avaient dormi profondément cette nuit-là, qu'aucun d'eux ne s'était levé ou avait quitté la maison. Look, I didn't do anything to Stephanie. 5 heures après la rupture, Stephanie disparaît dans la nuit. So what do you think? I don't know. Seems like he's telling the truth. Il faut tenir compte de toutes les possibilités. Certaines personnes méritent un Oscar tellement elles jouent bien la comédie. Même s'il paraissait sincère, nous n'avons pas arrêté. But you never know what a guy will do when he thinks his marriage is at stake. What if Stephanie was threatening to tell Loretta when Dennis was going to break up with her? He could have snapped. Or maybe she already knew about the affair. Let's bring in the wife, find out what she knows. Let's do it.
Pendant que les enquêteurs vont chercher Loretta, la femme de Dennis, pour l'interroger, l'agent Sadar rend visite au Brunner. Would you be willing to sign a consent to search form? Sure. Nous voulions jeter un coup d'œil et voir s'il y avait des preuves que nous aurions besoin de préserver. Quand quelqu'un accepte d'être perquisitionné, c'est un signe positif. Ça le rend moins suspect. Nous n'avons trouvé ni signe de lutte, ni un éventuel nettoyage de la scène de crime. So I understand you and Stephanie were having some problems. Now, I want you to know I already spoke to Dennis Calden, and he doesn't know where she is. Is there anything else that you could tell us that might be able to help us find her? I guess I was a little worried about her, yeah. I mean, she wasn't herself recently. She'd started taking some anti-anxiety medication, but I'm not really sure it was working. Stephanie avait perdu son emploi 6 semaines plus tôt. Et Dale avait de moins en moins de travail en tant que photographe. When Stephanie lost her job, she filed a restraining order against me. It was a misunderstanding. It was rescinded. And what was that for? I spanked our son. I know I shouldn't have done that, but she overreacted. Is that what you two were arguing about before she went out on her walk? No, we weren't arguing. She went out for some fresh air. C'est un gros changement dans la version de Dale. Et l'agent Sadar en prend bonne note. Malgré le froid glacial, la communauté vient de passer 3 jours à chercher Stephanie. Nous étions tous épuisés. Le soir de Thanksgiving, nous savions que ce n'était pas bon signe. Nous devenions de plus en plus inquiets. Et il était difficile de célébrer ce jour de fête familiale. Le lendemain, une équipe de recherche parcourt la forêt le long de Blue River. Ils remarquent quelque chose près de l'eau. Ils ont vu quelque chose sous la neige. Le lendemain de Thanksgiving, les pires craintes des enquêteurs se concrétisent. Quand ils découvrent le corps de Stephanie Brunner, 41 ans, sur les rives de Blue River, à 800 mètres de son domicile. Je me suis sentie accablée. J'essaie de contrôler mes émotions. Elle était nue, mais elle avait un t-shirt enroulé autour du bras. On était mal à l'aise et on se disait, c'est pas vrai. We couldn't get any footprints. The snow's melting too fast. I'm sure any DNA already washed down a river. Les enquêteurs suspectent un crime, mais ne peuvent exclure le suicide. L'agent Sadar prévient le mari de Stephanie. Dale s'est tourné vers la rivière à quelques centaines de mètres de leur maison et il a éclaté en sanglots. 3 jours plus tard, les résultats de l'autopsie tombent. What's really interesting is that there's water in her lungs, and there are signs of hypothermia. What does that mean? Well, dead people don't drown, so she was definitely alive when she was placed in the river. Suicide? Definitely not. La plante de ses pieds était intacte. Il était donc impossible qu'elle ait marché dans la rivière. What about sexual assault? No signs of that. There was blunt force trauma to the head. So is that how she died? I'm declaring it a homicide caused by a combination of drowning, hypothermia, blunt force trauma, and strangulation.
Le grand tournant de l'autopsie, c'est quand ils ont découvert des preuves d'étranglement avec les mains. Come take a look at my report. Sa gorge était écrasée et elle était vivante lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'eau. L'étranglement est un crime très intime. Quand vous étranglez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. Nous avions 3 principaux suspects. Dale Brunner, le petit ami Dennis et Loretta. C'est l'un des rares cas où c'est un proche qui l'a fait. Il était important d'interroger Loretta. Premièrement, elle était l'alibi de Dennis Calden. Deuxièmement, elle pouvait être l'assassin. Si elle avait considéré Stephanie comme une briseuse de ménage, elle avait pu être très en colère. You know why you're here? I'm the jealous wife, right? Well, let me put it this way. At this point, everybody's a suspect. When did you learn about the affair? Dennis just told me a few days ago. Dennis avait dit à sa femme qu'il avait une aventure platonique avec Stephanie après qu'elle avait disparu. Okay, so the official head count for our Thanksgiving dinner is at 15. Loretta, we need to talk. What's wrong with you? Stephanie Brunner is missing. Your dance instructor? The Silverthorne PD called me this afternoon. They asked me to come in for questioning. You hardly knew her, right? Loretta, we were having an affair. I knew it. And I'm sorry I had to tell you like this, but it was nothing. I kissed her once. How could you do something like this? I tried to break it off with her the other day. I wanted to focus on us, make this right. But now she's missing. You know what? I hope she rots in hell. Après qu'on a découvert le corps de Stephanie, Loretta a regretté d'avoir fait des déclarations aussi violentes. Where were you the night Stephanie went missing? I was at home with Dennis. Elle a donné le même alibi que lui. Ils étaient au lit, seuls chez eux. Would you ever lie to protect your husband? I love my husband a lot, but no, I'm not gonna lie for him. Even if it means him going to prison? No. Because you know what? If he's made his bed, he needs to lay in it. Elle était déterminée, et tous les détails de sa déclaration correspondaient à ceux de Dennis. Une semaine après la découverte du corps de Stephanie dans la rivière, les amis et la famille se réunissent dans le studio de danse qu'elle aimait tant pour lui rendre hommage. We would like to honor Stephanie now as her dance family and representatives of that world in a procession. Le service commémoratif était réussi. Ses amis danseurs étaient tous là. C'était magnifique. Sur les conseils des enquêteurs, Dennis et Loretta Calden n'assistent pas à la cérémonie et acceptent de passer au détecteur de mensonges. Did you have anything to do with Stephanie Brunner's disappearance? No. Bien que les résultats de ces tests ne soient pas recevables au tribunal, ça nous aide à nous concentrer sur l'enquête. Do you have any first-hand knowledge of Stephanie Brunner's death? No. Did you kill Stephanie Brunner? Absolutely not. Ils sont tous les deux passés au détecteur de mensonges et ont échoué. L'aiguille a bougé. Est-ce qu'on avait commis une erreur? Nous avons alors pris du recul et les avons à nouveau envisagés comme suspects. Did you have anything to do with Stephanie Brunner's death? No. Do you know who killed Stephanie Brunner? No. Après que Dennis et Loretta Calden ont échoué au test, les enquêteurs reviennent sur leur première déclaration.
Mais c'est en rencontrant la meilleure amie de Stephanie, Jennifer, qu'ils envisagent un autre suspect. Thank you for meeting me. Of course. What's going on? Do you know about the restraining order? Yeah, Dale mentioned it already, but Stephanie rescinded it. She only did it to protect the children. She was afraid of what Dale might do if she didn't. Il semblerait qu'il y ait bien davantage que ce que Dale a laissé croire. Elle filait au travail. Elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose, qu'elle devait rentrer chez elle et... Depuis l'entrée, elle a entendu qu'on donnait une grosse fessée à même la peau et elle s'est tout de suite inquiétée. Horrifiée, Stephanie contacte les autorités pour demander une injonction d'éloignement. Une semaine après, Stephanie a pensé que séparer Dale des enfants était peut-être trop dur. Ils sont allés ensemble au tribunal pour faire annuler l'injonction. After that incident, she confided in Dale about her relationship with Dennis. And she told him that she wanted a divorce. And how did Dale take that? He was surprisingly understanding. He even helped her find a place of her own and move out. Elle avait loué un logement le week-end précédant sa disparition. Enfin libre de poursuivre une relation, Stephanie contacte Dennis pour fêter la nouvelle. Mais elle est rapidement déçue. Lors de sa première soirée dans son nouveau logement, Stephanie a échangé des messages avec Dennis. Il lui a écrit qu'il voulait arrêter leur relation et se concentrer sur son mariage. Quelques heures après avoir déménagé, Stephanie et les enfants réintègrent le domicile familial. Ça coûte cher de vivre ici. Stephanie a dû se rendre compte qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Le lendemain soir, Stephanie disparaît. Les enquêteurs se concentrent sur les 24 dernières heures de sa vie. Ils interrogent à nouveau Dennis Calden. I swear, I didn't do anything to her. Dennis était bouleversé quand nous lui en avons dit plus sur la mort de Stephanie. Il a pleuré avec sincérité. De vraies larmes ont coulé sur ses joues. How could this have happened? What do I have to do to help you find who's ever done this to her? We're gonna need to search your home if that's okay. Yeah, fine. Nous avons fouillé leur maison et leur voiture. Rien n'indiquait qu'ils avaient quoi que ce soit à voir avec sa disparition ou son meurtre. Looks like Loretta's been keeping a journal. Listen to this. En revanche, nous avons trouvé des informations prouvant que le couple n'était pas impliqué. I feel for those children who are going to be without their mother on Thanksgiving. I pray that she comes home safe. That doesn't sound like someone who's been involved with a murder. L'historique de l'ordinateur prouve que Dennis était chez lui le soir où Stephanie a disparu. On a pu confirmer qu'il était sur son ordinateur. Il avait écrit un email, il s'était couché plus tard. Loretta avait confirmé. Avec ce nouvel élément, Dennis et Loretta ne font plus partie des suspects. Nous avons compris que nous avions dû mal formuler les questions qu'on leur avait posées. Une fois que Dennis et Loretta ont été officiellement disculpés, il ne restait plus qu'un suspect. Dale Brunner. La police obtient un mandat pour perquisitionner la maison de Dale une deuxième fois. All along here, up around the door. Okay? Right. Don't forget inside. Wow. What happened to all Stephanie's stuff? I took it to Goodwill. I couldn't stand looking at it anymore. Une des choses qui nous a paru étrange, c'est qu'il n'y avait plus aucune trace de Stephanie Brunner dans la maison. What about all the pictures? Tous les vêtements et les affaires de Stephanie avaient disparu. Toutes les photos avaient disparu.
La deuxième perquisition n'apporte aucune pièce à conviction. Et les enquêteurs reçoivent une information qui va tout changer. Hi, Officer Berger. I'm Dale Bruner's ex-girlfriend. Oh, okay. I have some information that might help in the investigation of his wife's murder. Please. I know he did it. I know he did it because he tried to kill me. Elle a dit, dès que j'ai su qu'elle était morte, j'ai su que Dale était coupable, parce que si je ne l'avais pas quitté, il m'aurait tuée. And Dale would be very charming and very kind, but when he would get mad, he would just switch, like Jekyll and Hyde. I mean, we would get this look in his eyes. Hey! Dale, stop it! I wasn't done talking to you. Damn it! Avoir cette information, c'était énorme. Durant les mois qui suivent, les enquêteurs dissèquent le passé de Dale. Les résultats sont troublants. Dale répétait un comportement. Il étranglait les femmes quand il était en colère contre elles. L'ex-petit ami de Dale n'est pas sa seule victime. Has he ever been violent with Stephanie? Stephanie told me that Dale actually threatened to kill her. She was so ashamed of it. I swear to God, if you leave me, I will kill you! Dale, the kids! Don't turn your back on me. Get over here. Nous avons obtenu un mandat d'arrêt contre Dale. Nous étions sûrs d'avoir le bon coupable. Huit mois après la découverte du corps de Stephanie dans la rivière près de chez elle, Dale Brunner est placé en détention. On lui propose un marché pour qu'il soit reconnu coupable. Mais il proclame son innocence de façon catégorique et choisit de faire face à un jury. Je me souviens avoir pensé, allons-y, on va t'avoir. Bien que l'affaire soit circonstancielle, le parquet estime que les preuves indiquent clairement que Dale est le meurtrier. Quand vous n'avez aucune preuve matérielle et que vous n'avez pas de témoins oculaires, vous devez monter votre affaire pièce par pièce. Les enquêteurs pensent que quelques heures après la rupture avec Dennis, Stephanie lui a envoyé un email pour le reconquérir. Le point critique avec l'email, c'est qu'il s'était automatiquement enregistré avant minuit. À partir de leur adresse IP, nous avons pu savoir que Stephanie était chez elle avant sa soudaine disparition. Cet email était une déclaration d'amour à Dennis. Son email s'arrêtait en milieu de phrase. Il n'était pas fini. Ça nous a amené à penser qu'elle tapait peut-être l'email quand M. Brunner a regardé son ordinateur et vu ce qu'elle faisait. What do you think you're doing? Nothing. I was just writing an email to my sister. Oh, come on, how stupid do you think I am? Damn, please, the kids are sleeping. Il a saisi son ordinateur et l'a frappé avec sur la tête. Elle est inconsciente et il croit qu'il l'a tuée. Alors il la prend et il jette son corps dans la rivière. Il pense qu'elle sombrera au fond de l'eau et qu'on ne retrouvera jamais son corps. Le moment le plus dramatique du procès, c'est lorsqu'on entend les mots d'agonie de Stephanie. L'enregistrement a été effectué lors de la demande d'injonction d'éloignement contre Dale, 6 semaines avant son meurtre. He has threatened my life years ago, but, you know, with a hand on my throat, screaming in my face, I will kill you if you leave. So I'm here, asking for help. And I'm gonna end up getting a divorce because there's no way I can go back.
C'était extrêmement puissant de l'entendre. La voix de Stéphanie d'outre-tombe. Quand on l'a passée, il y a eu un silence total dans la salle d'audience. Tout le monde était sous le choc. Ça a mis en perspective ce qu'elle avait enduré, et ce pendant tant d'années. C'était dur. Ça a été un tournant pour le jury. Dale Brunner est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à 112 ans de prison. C'est un soulagement d'avoir obtenu justice pour Stéphanie. Elle est morte d'une manière tellement horrible. C'était un manipulateur. Oh, beautiful. Il était narcissique. Love you. Pour moi, c'était clair qu'il était coupable. Aujourd'hui, il y a des villes qui ne dorment jamais. Didon. New York, in 1989. Ne dort pas, elle s'agite, elle est grande. Elle a cette énergie nerveuse des époques où tout semble possible et tout. En même temps, tout semble prêt à basculer. Les néons lavant les trottoirs. Les métros avalent et recrachent des foules et audaces. Comme une respiration sombre. Central Park Eaton, SCS Alice. SCS Rochers, SCS Sous-Bois. Le parc est une promesse, un refuge au milieu du béton. Mais les promesses, parfois, deviennent des pièges si soir-là. Le 19 avril, la ville entre dans la nuit sans savoir qu'elle va en sortir changée. Wikipédia 1, au nord du parc. L'obscurité n'est pas la même qu'entre les immeubles. Elle a de la profondeur. Elle a des coins qui avalent le son. Les lampadaires tracent des halos irréguliers. Et entre ces halos, il y a des zones où l'on ne distingue plus les visages. Seulement des silhouettes. C'est précisément ce mélange-là le sentiment d'être en plein Manhattan et pourtant à lieux qui rendent Central Park si séduisante et si inquiétante. On y vient pour courir, pour respirer, pour se sentir vivante, et on oublie que l'on y devient aussi vulnérable. Un peu plus tôt dans la soirée, des groupes d'adolescents sont entrés dans le parc. Ils sont nombreux, excités, bruyants, portés par cette ivresse particulière des bandes où l'individu se dissout dans le mouvement collectif. Cette nuit-là, il y aura des agressions, des vols, des attaques sur d'autres promeneurs, une série de violences dispersées qui dessinent. Dans l'ombre, une trajectoire de chaos. Wikipédia 1, mais au milieu de ces tumultes fragments. Il y a une histoire qui va capturer l'imagination de l'Amérique entière, non pas parce qu'elle est la seule violence de la nuit, mais parce qu'elle devient la violence impossible. Celle qui cristallise toutes les peurs, toute la rage. D'où le besoin de trouver un responsable. Vite. Elle s'appelle Trisha Meili. Elle a 28 ans. Elle travaille dans la finance. Elle court après sa journée comme on court après son propre corps. Pour se sentir solide, pour se sentir clair, pour se sentir maître de soi. Elle est. Ce soir-là, l'image même de ce que Central Park promet. Une femme qui traverse la nuit en mouvement, déterminée, vivante. Wikipédia 1. La course, au début, n'a rien d'un pressentiment, c'est un rythme. La respiration, la cadence, la tension dans les mollets, le battement du sang dans les tempes. Les coureurs connaissant ces sentiments, place en avance. Place le monde se réduit jusqu'à devenir une tonne. Le bruit de la ville devient lointain. Les détails se simplifient. On se croit presque intouchable. Parce qu'on est lance. Parce qu'on est dans son couloir de forte. Cette illusion d'invulnérabilité est douce. Et c'est aussi ce qui la rend cruelle quand elle se brise, les minutes passantes. Les lumières se succèdent, l'air est frais. Mais il passe froid, on est en avril. L'hiver reculé, le printemps s'annonce.
New York commence à sentir la transition cette période où les corps veulent ressortir, Yulon Croyd. Presque, que la vie revient. C'est précisément à cette période-là que la violence choquait le plus, quand le monde semblait s'ouvrir. Passé refermé, quelque part dans le parc. Entre 21H et 22H environ, la trajectoire de Trisha Meili rencontre l'ombre. Wikipédia 1. Il n'y a pas. Pour elle, de signes dont on se souvient. Pas de récit intérieur, pas d'images qu'elle pourrait raconter. Parce que ce qui lui arrive la fracasse au point de la faire disparaître d'elle-même. Elle sera retrouvée des heures plus tard. Et l'une des choses les plus terrifiantes dans cette affaire, c'est justement que le trou, le vide, la portion de nuit que personne ne peut remplir avec certitude, et dans laquelle le public, plus tard, déversera tout ce qu'il imagine. Pendant ces temps, ailleurs dans le parc, d'autres incidents s'enchaînent, des gens sont agressés, menaces, poursuivis. La violence circule comme un courant électrique, de plus en plus difficile à contenir, de plus en plus facile à expliquer après coup parce qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, on relite la soirée comme une pente. History 2. Mais à quel instant précis? Personne ne voit encore l'histoire en grand. Les policiers reçoivent des appels. Les patrouilles bougeantes, les informations arrivent en morceaux. Et les morceaux ne s'assemblent pas. La nuit new-yorkaise. Allez, continue. Les taxis klaxonnent, les bars fermentent. Les fenêtres s'allument. Une ville peut absorber énormément de bruit sans comprendre qu'un drame majeur est en train de s'écrire dans un recoin sombre. Puis vient le matin, aux premières heures du 20 avril. Quelqu'un tombe sur quelque chose qui ne ressemble pas à une personne, un corps à peine reconnaissable comme un corps humain. Tellement immobile qu'on pourrait le confondre avec un paquet abandonné, quelque chose rejeté par la nuit. Trisha Meili est retrouvée inconsciente, grièvement blessée. Dans le parc, History 2. Ces moments-là, la découverte est un basculement physique. Ceux qui voient une scène pareille racontent souvent la même chose. D'abord le déni, si réflexe du cerveau qui refuse la réalité. Puis l'adrénaline, puis la peur qui arrive après. On appelle du renfort, on sécurise, on transporte. Et déjà, sans que personne ne le dise, une phrase commence à se former dans l'air. Comment est-ce possible? Trisha Meili survit. Mais elle est dans un état critique. Elle sera plongée dans le coma pendant près de 2 semaines. Et son réveil, elle n'aura aucun souvenir de l'agression ni des événements proches. History 2. Cette absence de mémoire est doublement terrible. Pour elle, parce qu'elle doit reconstruire sa vie autour d'un trou noir. Pour l'enquête. Parce que la voix de la victime est celle qu'on attend instinctivement ne peut pas fournir le récit qui rassure, le public veut une histoire racontée au présent. Mais la victime ne peut pas raconter, alors d'autres raconteront pour elle. Et à New York, quand on commence à raconter, on ne raconte jamais doucement. La presse s'empare de l'affaire avec la force d'un incendie. La joggeuse de Central Park, le nom de Trisha Meili n'est pas immédiatement public. Et cette anonymisation involontaire transforme la femme en symbole. Elle devient la joggeuse comme on dirait la ville. L'innocence, la menace. Le crime devient un miroir dans lequel chacun projette ce qu'il craint déjà. L'insécurité, le désordre, la perte de contrôle. La frontière qui se dissout entre les espaces sûrs et les espaces à risquer. History 2. Le matin même, quelque chose change dans l'air de la ville. Les gens parlent en place forte, les conversations. Dans les cafés, au bureau. Dans les couloirs du métro, tournent autour de la même question. Il y a une rage presque immédiate pas seulement contre l'agresseur inconnu, mais contre l'idée qu'une telle chose puisse arriver au cœur de Manhattan.
Danse est parc si célèbre. C'est parc que des milliers de personnes traversent chaque jour comme si c'était un simple passage. Et c'est qui monte, plus vite que la preuve? C'est l'exigence d'une réponse, ou une réponse qui ne soit pas on ne sait pas encore. Une réponse qui ne soit pas qu'apprendra du temps, parce que qu'apprendra du temps est insupportable quand on a peur. Qu'apprendra du temps ressemble à une défaite, alors la ville se met à réclamer une histoire complète. La police, elle, doit travailler dans un chaos d'informations. D'un côté, il y a cette agression atroce sur Trisha Meili de l'autre. Il y a les autres incidents de la nuit et la tentation immédiate de les relier. De trouver une logique globale, une nuit de violence qui expliquerait tout d'un seul mouvement. Wikipédia 1, cette tentation est humaine. Même chez les enquêteurs, lorsqu'un événement est trop horrible, on cherche à le replacer dans un cadre parce que le cadre rend l'horreur compréhensible. Et ce qui est compréhensible est moins terrifiant que ce qui est gratuit. Les arrestations ne tardent pas. Des adolescents sont appréhendés en lien avec certains incidents survenus dans le parc cette nuit-là, très vite. 5 d'entre eux Antron McRae, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana. Corey Wise deviennent le centre d'une version des faits qui s'est formée à une vitesse stupéfiante. Wikipédia 1. À ce stade, on n'est pas encore dans le processus. On n'est pas encore dans les verdicts, on est dans ces moments critiques où une enquête peut choisir sa pente. Et la pente, à New York en 1989, est glissante. La ville est déjà sur les nerfs. La criminalité est un sujet brûlant, omniprésent. Et l'opinion publique est prête à exploser. Wikipédia 1. Dans un climat comme celui-là, le crime n'est pas seulement un fait divers. C'est un argument, un drapeau, un carburant politique, et plus un crime choqué. Plus ça devient utile à ceux qui veulent prouver quelque chose. Les adolescents arrêtés sont jeunes. Certains ont des 14 ans. L'écart entre leur âge et l'horreur du crime est l'un des éléments qui vont électriser l'affaire. Comment des garçons si jeunes pourraient-ils être liés à une violence aussi extrême? Pour certains, cette question ouvre un doute. Pour d'autres, elle ouvre une peur plus grande si des enfants peuvent faire cas. Alors la société est en train de s'effondrer. Wikipédia 1. Les interrogatoires commencent. Et là, l'histoire entre dans une zone où le temps devient un instrument. Les heures s'étirent. Les questions reviennent. Les versions se contredisent. Se réajustent, se reformulent. On cherche des aveux, des details. Une chronologie, le public. Plus tardy, parlera beaucoup de ces interrogatoires et de la fragilité des confessions obtenues. Puis retractees, History 2. Mais dans cette partie 1, l'important n'est pas encore de juger. L'important, c'est de sentir l'atmosphère. Ce mélange de panique et de soulagement anticipé, si un moment où la ville, terrifiée, commence à se dire. Ils ont des suspects, et ils ont des suspects, c'est déjà une forme d'anesthésie. Parce qu'un suspect, c'est un visage. Et un visage, c'est plus facile à fixer que le vide. Pendant que l'enquête avance à grandes enjambées, Trisha Meili, elle est à l'hôpital. Dans un état si grave que les médecins ne peuvent pas promettre une issue. Elle est là. Mais elle n'est pas là, est autour de son lit. Sa vie entière se retrouve suspendue à des machines, à des chiffres, à des gestes médicaux. Elle ne sait pas encore qu'elle deviendra. Malgré elle, un symbole national. Elle ne sait pas encore comment prononcer son histoire dans des tribunaux, des talk shows, des diners, des campagnes politiques. Elle ne sait pas encore que son nom sera longtemps retenu, puis révélé plus tard. Comme si révéler son identité était une seconde exposition.
Wikipédia 1. Le parc, Louis, continue d'exister. Les coureurs reviennent. Les promeneurs aussi, mais quelque chose change. L'espace n'est plus neutre, il les charge. Central Park devient un lieu où l'on imagine ce qu'on ne voulait pas imaginer. Un lieu où l'on n'est pas plus courir sans penser à la vulnérabilité. Un lieu où la nuit semble plus épaisse. Et c'est ce cas. L'effet le plus profond d'un crime de ce type, il ne détruit pas seulement une personne. Il détruit un contrat invisible. Le contrat qui dit: si je fais les choses normalement, je serai en sécurité. Trisha Meili faisait quelque chose de normal. Elle est correcte. Elle ne provoquait rien. Elle ne cherchait rien d'autre que le mouvement. Et pourtant, la violence l'a trouvée. Quand une ville comprend que la normalité ne protège pas, elle devient dangereuse. Parce qu'elle devient prête à tout pour récupérer l'illusion de contrôle. Alors la narrative publique s'emballe. On parle de meurtre, de chasse, de sauvagerie, des mots qui transforment des événements en mythologie. Et qui transforment des suspects en personnages, cette mythologie n'est pas une preuve. Mais elle est agite comme une preuve sociale. Elle prépare les esprits. Elle prépare les jours de demain, les voisins, les lecteurs. Elle prépare l'idée que l'histoire doit avoir des coupables clairement dessinés. Parce que l'horreur a besoin d'une famille. History 2. C'est qui s'est joué dès les premières heures. C'est donc plus qu'une enquête. C'est une bataille pour le récit. Qui va raconter la nuit du 19 avril? La victime ne l'écoute pas. La science n'a pas encore parlé. Les témoins sont fragmentaires. Les journalistes cherchent des angles, les policiers cherchent une structure. La ville cherche un soulagement. Et dans ces vidéos, ils sont souvent les histoires les plus simples qui gagnent celles qui donnent l'impression que le monde est lisible. Mais Central Park, la nuit, n'est pas un roman. C'est un labyrinthe. Et un labyrinthe ne se résout pas au pas de course sans risquer de prendre le mauvais couloir. La lumière du jour tombe sur Manhattan comme si de rien n'était. Et si est là le détail le plus cruel. La ville continue. Les bus roulants, les gens vont travailler, les joggers passant devant les mêmes arbres. Pourtant, dans des salles d'interrogatoire et dans des bureaux, une décision invisible commence déjà à se former, celle de croire qu'on tient la fin. Et quand une société croit tenir la fin, elle devient moins curieuse. Elle devient plus dure, elle devient prête à sacrifier la nuance. Trisha Meili, Pendency Temps. Reste prisonnière de son coma. Elle est vivante mais son monde s'est arrêté. Cette réalité-là, aussi, va marquer la suite. L'affaire portera toujours une absence au centre. Non seulement l'absence de mémoire, mais l'absence de cette sensation si simple et si vitale. Je sais ce qui m'arrive à la place. D'autres sauront pour elle, ou croiront savoir. Et tandis que New York exige des réponses et que les médias transforment l'horreur en récit national, la question la plus dangereuse commence à se glisser dans la ville. Comme une ombre qui s'allonge sans qu'on la voie grandir. Et si, dans la précipitation de trouver une fin, on était en train de fabriquer une histoire plus efficace que vraie, la nuit du 19 avril n'a pas seulement agressé une femme. Elle a agressé la manière dont une ville se raconte la justice. Et maintenant, la ville va vouloir se prouver qu'elle peut reprendre le contrôle. Très vite, à n'importe quel prix. History 2, le plus dangereux. Dans les heures qui suivent un crime qui choque, ce n'est pas seulement la peur. C'est le soulagement anticipé, cette sensation presque physique que l'on touche enfin une explication. Contient enfin quelque chose, qu'on va pouvoir refermer la porte avant que le froid n'entre dans toutes les maisons. À New York, après la découverte de Trisha Meili dans le hub de Central Park, la ville ne veut pas seulement comprendre, elle veut être rassurée.
est la différence entre comprendre et être rassuré. C'est souvent la différence entre une enquête patiente et une histoire qui s'est construite trop vite. Au matin du 20 avril, la police ne travaillait pas dans le calme. Elle travaillait dans une ville déjà électrique, déjà sur le fil. On parlait de Central Park comme d'un lieu sacré de la normalité new-yorkaise, un espace où l'on vient respirer, courir, oublier les ruses. Or, la veille au soir, si Parche est le théâtre d'une série d'agressions et d'incidences violentes. Et au centre de cette constellation de chaos, il y a cette femme retrouvée vivante. Mais brisée au point de frôler la mort. Rien n'est plus insupportable qu'un crime qui donne l'impression de pouvoir arriver à n'importe qui. À n'importe quelle heure, même au cœur de la ville. Alors l'air se remplit de récits, avant même que la preuve ne se stabilise. Dans les commissariats, les appels s'affluent. Les témoins racontant des choses fragmentaires. Certains ont vu un groupe courir. D'autres ont entendu des cris. D'autres ont seulement senti que quelque chose s'est passé. Les policiers, doivent trahir. Ils doivent décider. Très tôt, ce qui méritait d'être poursuivi et ce qui est du bruit. Et dans une nuit où plusieurs personnes ont été agressées, la tentation est immédiate. Relier, trouver une cohérence globale. D'ailleurs, c'était une même bande. Une même nuit, un même mouvement. Si genre de cohérence, même quand il existe un parti, peut devenir un piège, parce qu'il simplifie un labyrinthe en une seule ligne droite. Au même moment, dans les hôpitaux. Trisha Melly reste entre deux mondes. Elle respire. Mais elle n'est pas consciente. Elle est vivante. Mais elle n'a pas de voix. Et l'absence de voix de la victime est un vide que la ville supporte mal. Dans les grandes affaires, le public vit toujours le récit de la victime. Comme si le récit était un antidote. Mais ici, il n'y a pas de récit. Il n'y a qu'un corps blessé et un silence médical. Alors l'enquête, la presse, l'opinion vont produire un récit à sa place et ce récit. Très vite, prend un mode. Un mode qui va contaminer la ville comme une rumeur virale parce qu'il est simple. Frappant, presque exotique. Wilding. On le prononce comme une explication. Comme une étiquette qui résume tout, comme si coller un terme sur le horreur suffisait à la rendre compréhensible. Ces mots n'est pas une épreuve, mais ils donnent au public ce qu'il cherche. Une forme, une idée, un cadre émotionnel. Et dans le cadre émotionnel, on n'a pas besoin de nuances. Ce cadre se transforme rapidement en image mentale. Un groupe de jeunes, une émeute. Une nuit de chasse, une ville agressée dans son propre symbole. L'image est puissante, et plus une image est puissante. Plus elle devient dangereuse, parce qu'elle n'atteint pas que les faits soient prêts. Elle voit déjà une conclusion. La police. Elle avance par prizes. Elle arrête des adolescents en lien avec certains incidents survenus dans les parcs. Ils sont jeunes. Des gamins à l'échelle d'une ville adulte. Et cette jeunesse, au lieu d'apaiser l'opinion, l'enflamme parce que la jeunesse rend la violence encore plus incompréhensible, donc encore plus effrayante. Si des garçons de 14 ou 15 ans peuvent participer à des agressions cette nuit-là, alors le monde semble se défaire à l'intérieur même de la société. Et quand le monde semble se défaire, on réclame des réponses rapides, pas des explications complexes. Les interrogatoires commencent et l'histoire glisse alors dans sa zone la plus sensible. C'est là où les mots deviennent des objets. Il faut imaginer s'il y a salles. Une table, des chaises. Une lumière trop blanche, des adultes qui savent parler. Des adolescents qui ne savent pas encore se protéger avec des phrases. Il faut imaginer le temps. Surtout, le temps qui s'étire.
les heures qui se superposent, la fatigue qui grignote la capacité à résister. Les questions qui reviennent sous des formes différentes. Jusqu'à ce qu'on ne sache plus si l'on répond à ce qu'on sait ou à ce qu'on suppose qu'on doit dire. À l'extérieur, la ville ne voit pas si tombes. Elle voit seulement la promesse. On progresse. Et on progresse est une musique hypnotique. Cela donne l'impression que l'État reprend le contrôle. Que l'horreur va être rangé dans une case, qu'un visage va être placé derrière le crime. Très vite, 5 noms se détachent. Antron McRae, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana, Corey Wise. 5 adolescents pris dans une machine qui avance plus vite que leur compréhension. Ils ne sont pas tous arrêtés au même moment, pas tous interrogés de la même manière. Mais leur destin met converger comme si une main invisible tirait les fils vers son même point. L'idée d'un groupe responsable. L'idée d'une histoire collective. Et une histoire collective est plus simple à vendre au public qu'un crime solitaire. Parce qu'elle ressemble à une explication sociale. Si n'est pas un hasard. C'est un phénomène dans la salle d'interrogatoire. La psychologie n'est pas un luxe, c'est la matière même de ce qui se joue. Un adolescent face à des policiers peut ressentir une audience primitive, sortir de la piste, sortir de la pression, sortir de la humiliation, sortir de la peur. Et dans cette urgence, la vérité n'est pas toujours le chemin le plus court. Parfois, le chemin le plus court est de dire ce qu'on croit que l'adulte attend. Ce qu'on croit que l'adulte veut entendre, ce qui semble coller à la version déjà en train de se former. Les versions commencent à se construire, des récits apparaissent. Se contradisent, se recouvrent. Certains éléments s'accordent avec l'idée générale d'une nuit de chaos, d'autres sont flous. D'autres semblent étrangers, mais les faits. Pour l'opinion, n'est-ce pas la confusion? C'est la confirmation, parce que dans le climat de l'époque, dans la chaleur médiatique, la moindre phrase qui ressemble à un aveu devient un clou planté dans la planche du récit. Et si récit, maintenant, a un autre pouvoir, elle commence à être filmée. Les confessions, pour certains, sont enregistrées, elles deviennent des images. Et une image, dans une affaire criminelle, a une autorité terrifiante. Le public ne connaît pas les heures qui précèdent la bande. Il ne connaît pas les questions au champ, il ne connaît pas la fatigue. Les silences, la manière dont un récit peut être guidé. Il voit une adolescente qui dit des phrases, et ces phrases, parce qu'elles sont filmées, ressemblent à la vérité. Les médias amplifient tout. Chaque détail devient une headline. Chaque hésitation est simplifiée en certitude. La ville se raconte l'affaire comme une guerre intérieure. Un symptôme de désordre, une preuve que quelque chose doit être réparé. Dans une telle atmosphère, la notion de présomption d'innocence devient fragile, presque abstraite. Elle n'a pas de visage. La colère, elle a un visage, celui d'une femme retrouvée presque morte, celui d'un parc violé, celui d'une ville humiliée. La colère a toujours une longueur d'avance au milieu de ses vacarmes. Un glissement s'opère, discret mais décisif. L'enquête cesse d'être seulement une recherche de phase. Elle devient une recherche de cohérence narrative. On cherche à faire entrer les morceaux dans une forme. On veut que les horaires se tiennent, que les témoignages s'alignent, que les déclarations fomentent une histoire. Et quand une histoire doit se tenir, on finit par préférer les éléments qui la stabilisent. C'est humain, c'est aussi un danger. Pour Trisha Meili, la vie continue à se jouer dans le silence des soins intensifs. Les médecins font si qu'ils peuvent, la famille traverse des jours qui n'ont plus d'horloge. Seulement des chiffres, des diagnostics.
Désespoir, prudence, il y a dans cette partie de l'histoire une cruauté intime. Pendant que la ville se passionne pour l'affaire, la victime, elle est haileuse. Dans un combat intérieur qui n'a rien de spectaculaire et qui, pourtant, est le centre moral de tout, on parle de son agression comme d'un symbole. Mais elle est une personne, elle est un corps qui doit réapprendre à être un corps. Et ce décalage entre le symbole public et la réalité privée nourrit une autre tension. L'affaire devient un objet. Elle se détache de la chair. Dans les commissariats et dans les journaux, on s'approche déjà de ce que la ville attend. 10 inculpations. 10 charges. Une promesse de procès. Le public veut croire que la justice est une ligne droite. Crime, arrestation, process, condemnation. Cette ligne droite rassure. Elle donne l'impression que le monde est lisible. Or, les grandes affaires montrent souvent l'inverse. Plus elles sont médiatisées, plus elles deviennent difficiles à contenir. Parce que chaque étape est contaminée par la pression d'être à la hauteur de l'horreur. La pression est d'autant plus intense que l'histoire touche des fractures profondes. New York, à la fin des années 1980, est une ville traversée par des tensions sociales et raciales, par des peurs liées à la criminalité, par une fatigue collective. L'affaire devient, pour certains, la preuve que leur vision du monde était correcte. Pour d'autres, elle devient le signe que la ville va punir vite. Peut-être trop vite, surtout si le récit dominant est déjà en place. Les 5 adolescents deviennent alors plus que des suspects. Ils deviennent des personnages. Et lorsqu'un suspect devient un personnage, il devient difficile de le regarder comme une personne. On commence à commenter leurs visages, leurs familles, leurs quartiers, leur attitude. On interprète les silences comme des signes. On transforme les contradictions en stratégies. On oublie que des adolescents peuvent se contredire simplement parce qu'ils sont paniques, parce qu'ils cherchent à comprendre ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils n'ont pas la maturité émotionnelle pour naviguer dans une tempête d'adultes. Les avocats sont trop dans la scène. Mais ils entrent souvent trop tard pour empêcher le récit public de se figurer. Une fois qu'une histoire est imprimée dans les esprits, la correction ressemble à une attaque. Dire attendez ressemble à une insulte. Dire c'est plus compliqué ressemble à une trahison envers la victime. Le débat se durcit. Il devient binaire, coupables ou innocents. Justice ou chaos, et le binaire est l'ennemi du réel. Dans ce climat, le parc lui-même change de statut. Central Park n'est plus seulement un lieu. Il devient une scène de crime mythique. Les jeunes regardent les arbres comme des témoins. Ils imaginent des trajectoires. Ils projettent des silhouettes dans les halos des lampadaires. La ville, incapable de rester dans le jeune espace, se fabrique des images. Et ces images deviennent des souvenirs partagés, même par ceux qui n'étaient pas là. La machine judiciaire, portant. Do it continue? Elle a ses étapes. Assise proves a presenter. Assise analyses. Assise expertises. Mais le public? Lui ne vit pas au rythme des expertises. Il vit au rythme des émotions. Et les émotions réclament une scène. C'est là où l'on dit nous avons trouvé les responsables. Les interrogatoires se transforment dans l'imaginaire public en moments de vérité. On retient l'existence de confession, on retient l'idée d'un groupe, on retient la violence, on retient surtout que la ville a une direction. Et une direction vaut mieux que le vide. Pour Trisha Meili. Les premières scènes deviendront plus tard, après des jours de coma. Quand elle sortira de cette obscurité, elle devra affronter quelque chose de plus terrifiant encore que la douleur physique. L'absence d'histoire n'est pas se souvenir. C'est d'être amputé d'une partie de soi et devoir reconstruire sa vie avec un trou noir. C'est vivre avec une peur permanente si je ne sais pas ce qui se passe.
Alors je ne sais pas comment m'y protéger. Le crime, pour elle, n'est pas un événement raconté par les autres. C'est une absence intérieure. Cette absence intérieure, paradoxalement, donne au récit public un espace immense. Parce que lorsqu'une victime ne peut pas parler, les autres parlent à sa place parfois avec empathie, parfois avec fureur, parfois avec des intérêts. Et ces choix de voix à New York est immense. Il devient un bruit continu. Danse et brut. La ville commence à se convaincre qu'elle tient la fin. On parlait déjà des procès. On imagine déjà des condamnations. On veut déjà tourner la page. Mais tourner la page. Quand on ne connaît pas encore la vérité, c'est risqué d'écrire au stylo sur un brouillon. La nuit du 19 avril, au fond. À l'est du crime dans son sillage, le premier est évident. L'agression atroce d'une femme, la violence brute. La vulnérabilité exposée, le second est plus silencieux. La manière dont une ville, blessée, peut se jeter sur une explication et la serrer si forte qu'elle finit par l'écraser, est maintenant. À mesure que les accusations prennent forme, à mesure que les bandes vidéo deviennent des preuves dans l'esprit du public, à mesure que les noms des adolescents circulent comme des réponses, l'affaire s'apprête à franchir un seuil, celui où l'histoire officielle se met en place avant même que le tribunal ne parle, dans les jours qui viennent. La salle d'audience remplacera la salle d'interrogatoire, les mots deviendront des arguments, les images deviendront des pistes, et la ville, assise derrière le jury comme une ombre massive, voudra croire qu'elle assiste à une réparation. Sauf que la réparation, dans cette affaire, ne sera jamais simple, parce qu'à partir du moment où une société a besoin d'une fin plus que d'une vérité, chaque étape devient un piège. On avance. Oui, mais on avance dans un couloir dont les murs se rapprochent. Et au bout de ces couloirs, il y a une promesse terriblement séduisante et terriblement dangereuse. La promesse qu'un verdict peut effacer la pure. La ville va bientôt apprendre, et ainsi es dépense, que certains verdicts ne ferment pas ses portes, ils les déplacent. Ils enferment le doute à l'heure, ils le laissent grandir dans l'ombre. Jusqu'à un jour où ils reviennent, plus Freud, plus solide, plus impossible à ignorer. Et quand ces jours arrivent, on ne parle plus seulement d'un crime. On parle de ce que la justice a fait de la pure. La première confession arrive pas comme une vérité. Elle arrive comme une sortie, dans une ville qui tourne à plein régime. Les salles d'interrogatoire n'ont rien de spectaculaire. Elles ne ressemblent pas à un théâtre. Elles ressemblent à des bureaux fatigues, éclairs trop forts, où l'air à l'odeur d'un mélange de café froid et de papier. On y entre avec des mains qui transpirent et d'un ventre qui se serre. On y reste trop longtemps, et quand on en sort, si l'on en sort, on ne sait plus très bien quels mots sont les siens et quels mots appartiennent déjà à l'histoire qu'on est en train de fabriquer. Pour les 5 adolescents, le temps commence à se déformer dès les premières heures. À 14, 15, 6 ans, on connaît l'autorité. Mais on ne sait pas la négocier. On ne sait pas encore comment défendre son silence. On ne sait pas encore que les phrases peuvent se retourner contre vous comme des lames. On croit souvent qu'il suffit de dire « je n'ai rien fait » pour que le monde le comprenne. Or le monde, surtout quand il est pur, n'entend pas « je n'ai rien fait » comme une information. Il entend « je résiste ». Et la résistance, dans une machine précise, ressemble à une provocation. La police. Cette nuit-là et le lendemain doit guérir plusieurs agressions commises dans le parc. Les informations sont éclatées, confuses. Des groupes ont été vus, des gens ont été bousculés. Frappes, menaces. Dans ce chaos, l'affaire de la joggeuse est l'étoile noire. Elle attire tout, elle aspire l'attention.
la colère, l'imagination. Et parce qu'elle attire tout, elle a une force gravitationnelle sur l'enquête. Chaque piste finit par être attirée vers elle, qu'elle y appartienne ou non. C'est dans ces champs magnétiques que les interrogatoires se mettent à produire quelque chose qui ressemble à de la certitude. Au début, les garçons ne comprennent pas l'ampleur. Ils comprennent qu'ils ont eu peur, qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils ont traîné dans un parc au mauvais moment. Ils comprennent qu'ils sont dans un pétrin, mais un pétrin d'adolescent. Dans leur tête, ressemble à une punition. Une engueulade, un tribunal des adultes, qui ne ressemble pas à une affaire qui va devenir un symbole national, qui ne ressemble pas à des années de prison, qui ne ressemble pas à une ville entière qui réclame une épée sur laquelle clouer sa rage. Le problème, c'est que la ville, elle, a déjà pris de l'avance. Dans les couloirs, on parle de meurtre. Dans les journaux, on parle de chasse. La nuit du 19 avril est déjà racontée comme si elle avait un scénario clair. Des jeunes errant dans le parc, agressant au hasard. Puis trouvant la joyeuse et la détruisante, l'histoire est simple. Presque cinématographique. Elle donne au public un sentiment de maîtrise. Et quand une histoire simple existe, les institutions ont tendance à la préférer parce qu'elle organise le chaos dans les salles d'interrogatoire. Si désir d'organisation se transforme en méthode, on cherche à faire coïncider des morceaux, on cherche des détails, un lieu, un geste, un moment. On pose une question, si la réponse ne convient pas, on repose la question, on reformule, on insiste, on répète. La répétition, ici, n'est pas neutre, elle sculpte. Elle indique, sans le dire, qu'il existe une réponse attendue et un adolescent. Face à la réponse attendue, peut finir par confondre deux choses. Ce qu'il sait et ce qui semble devoir être dit pour que la pression s'arrête. Il y a des heures qui se passent sans qu'on les voie. Des heures où les policiers vont et viennent, où des adultes parlent entre eux au-dessus des têtes. Où l'on sent la tension monter comme une chaleur qui n'a pas dissous. On pense souvent que la contrainte est un coup de poing. Mais la contrainte la plus efficace est parfois plus banale. C'est l'épuisement, le besoin de dormir, le besoin de rentrer chez soi, le besoin que quelqu'un dise enfin qu'est bon, tu peux partir. Alors les récits apparaissent, si n'est pas un récit unique, propre, parfaitement aligned. C'est un ensemble de récits qui se ressemblent sans se superposer. Des récits qui contiennent des contradictions, des truths, des détails qui changent. Et pourtant, malgré ces imperfections, ils ont un point commun crucial. Ils connectent des adolescents à l'idée d'un groupe, à l'idée d'une participation, à l'idée qu'ils étaient là. Et pour une ville qui cherche un là, cette sur les connexions va de l'or. Les confessions aussi que le public appellera des confessions deviennent rapidement un objet médiatique, parce qu'il ne s'agit plus seulement de dire ils ont été arrêtés. Il s'agit de dire ils ont admis, et ils ont admis est une phrase qui ferme la bouche du doute. Elle fait taire la prudence. Elle permet à la ville de se redresser en disant: Nous avons compris ce qui se jouait. Dans ces heures est beaucoup plus profond que la question de culpabilité ou d'innocence. Ce qui se jouait, c'est la puissance du récit sous pression. Comment une société peut transformer des déclarations inégalées en histoires solides? Comment elle peut prendre des fragments et les faire passer pour un tout? Comment elle peut oublier si qu'elle ne veut pas voir que des adolescents? Paniques peuvent parler pour survivre l'instant. Pas pour dire la vérité du crime, et pendant que les récits s'installent. Trisha Meili, elle est toujours absente à sa propre histoire, son comme maintient le centre moral de l'affaire dans le silence.
On parle d'elle partout, mais elle ne parle nulle part. On décrit son état, sa gravité. Son corps meurtri, comme si qu'elle autorise à être la certitude. Comme si la souffrance de la victime, absolument réelle, pouvait fonctionner comme un skill sur un récit encore fragile, le contraste devient insoutenable. Un corps brise dans un lit d'hôpital et des garçons enfermés dans des salles aux lieux morts. Maintenant, commencent à être enregistrés, fixes. Quand un récit est filmé, il devient une réalité publique. Une image a un pouvoir que l'esprit humain ne sait pas bien contester. Le public voit un visage. Il voit une bouche qui prononce des phrases. Il ne voit pas le hochant. Il ne voit pas les heures. Il ne voit pas l'épuisement. Il ne voit pas les silences, les incitations, les reformulations. Il ne voit pas l'architecture invisible qui précède la scène. Alors il croit. La ville croit parce qu'elle a besoin de croire. La ville croit parce que l'alternative est un gouffre. L'idée que ce crime pourrait rester sans coupable clair. L'idée qu'un inconnu pourrait se promener librement. L'idée que la violence a frappé au hasard et pourrait frapper encore. Le cerveau humain déteste l'aléatoire. Il préfère une erreur stable à un chaos ouvert. Et cela, personne n'aime l'admettre. Mais c'est une vérité sociale. La stabilité a souvent plus de valeur que la justice. Quand la peur est trop forte. Et ainsi, peu à peu, les 5 garçons cessent d'être 5 individus et deviennent les 5. Une entité, un bloc, une histoire collective. La nuance s'efface. On ne distingue plus les trajectoires, les différences. Les contradictions internes, on ne veut plus distinguer. Parce que distinguer, c'est complexifier. Et complexifier, c'est rouvrir la porte du doute. Les avocats, quand ils entrent dans le jeu, entrent dans un monde déjà incliné. Ils doivent se battre non seulement contre des charges, mais contre une atmosphère. Ils doivent expliquer au public que des confessions peuvent être contestées, que des récits peuvent être incohérents, que la pression peut produire des paroles qui ressemblent à la vérité. Mais pour expliquer cela, il faut un calme que personne n'a. Un calme que la ville refuse. Le dossier. Louis prend forme comme une construction. On choisit des morceaux, on les assemble, on les présente comme une chronologie. On décide que l'histoire est suffisamment cohérente. Et le mot cohérent, ici, devient dangereux. Il ne signifie pas vérifier. Il signifie narrativement satisfaisant. Dans les jours qui suivent, on continue d'interroger, de récupérer, de consolider. La machine judiciaire avance par séquelles sans avancer. Par séquelles à ses routines, ses étapes. Et plus elle avance, plus elle devient difficile de s'arrêter pour dire. Attendez, l'inertie s'accumule. Chaque formulaire signe, chaque inculpation. Chaque conférence de presse ajoute du poids à l'histoire. Comme si le fait d'avancer prouvait qu'on a raison, les garçons. Hughes sont désormais pris dans un paradoxe total. On leur demande de raconter une nuit dans laquelle ils se sont peut-être retrouvés à des endroits différents, à des moments différents, avec des degrés d'implication différents dans les incidents du parc. Mais l'histoire que la ville veut n'est pas une mosaïque. Elle veut un tableau. Et pour produire un tableau, on lisse, on simplifie, on force les contours. Il y a des moments où un adolescent peut sentir que sa propre mémoire n'a plus de valeur que ce qu'il dit. Ce ne colle pas ça. Sera interprété comme un mensonge. Alors on apprend. Vite et dire si qui colle. À fabriquer une version qui semble utile. Et lorsque cette version est utile, elle devient, dans l'esprit des adultes, un signe de culpabilité s'ils connaissent ces détails. C'est ce qu'il y a tête, sans se demander si ces détails ont été suggérés.
discutes, reintroduced par des questions. Si mécanisme est l'une des plus effrayantes, parce qu'il n'a pas besoin de malveillance pour exister. Il a seulement besoin d'une institution pressée et d'un être humain vulnérable. Et pourtant, malgré l'urgence, malgré la violence du récit qui se forme, quelque chose résiste déjà, les incohérences, les contradictions entre les versions, les détails qui ne s'alignent pas. Certains récits situent des gestes à des endroits différents, certains confondent les horaires, certains mélangent les autres agressions de la nuit avec l'agression de la joggeuse, mais ces incohérences ne stoppent pas la machine. Parce que la machine ne cherche plus une perfection, elle cherche une plausibilité. Et la plausibilité dans une ville en colère s'affiche dans les médias. La description de l'affaire devient de plus en plus brutale, les mots s'élargissant. On ne décrit plus seulement un crime, on décrit un symptôme social, un effondrement moral, une menace. Les suspects deviennent des supports de discours, le crime devient un argument. Et lorsque le crime devient un argument, il cesse d'être un événement à comprendre. Il devient un drapeau à agiter. Cette amplification médiatique est un effet direct. Elle modifie la manière dont les jeunes regardent les garçons. Ils ne sont plus des adolescents arrêtés. Ils sont une réponse et une réponse. On l'a protégé. Dans les jours où les dossiers s'organisent, un autre mouvement s'est produit. Silencieux mais décisif. Le public commence à faire ce qu'il fait toujours dans les affaires extrêmes. Il choisit son camp avant la preuve. Certains sont déjà persuadés de la culpabilité. D'autres ressentent un malaise, une gêne, une inquiétude face à la vitesse. Face au caractère spectaculaire des confessions. Face au fait que tout semble se résoudre trop vite pour être propre. Si malaise, pourtant, reste minoritaire au début parce que la minorité. Dans une ville blessée par les moins fortes, et parce que d'autres, dans ce contexte, ressemblent à une insulte envers la victime, comme si demandeur était-vous sûr. Revenez à minimiser le horreur subi par Trisha Meili, or on peut vouloir justice pour une victime et refuser une histoire précipitée. Mais qu'elle, la société le comprend rarement sur le moment. Elle le comprend parfois trop tard. Les procureurs, qui voyant déjà se dessiner l'étape suivante. Le tribunal est le tribunal. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est-ce pas un lieu où la vérité tombe du ciel? C'est un lieu où l'histoire se battant et où celle qui gagne est souvent celle qui convainc le mieux. Pas celle qui contient le plus de nuances, l'histoire qui convainc le mieux. Dans cette affaire, est déjà prête à l'emploi. Une nuit de chaos, une bande, une victime, des confessions. Le récit est puissant, émotionnellement parfait, presque trop, et presque trop. Dans le vrai crime, est souvent un signal. Mais les signaux ne sont pas des preuves, et la ville. Et si state ne vote pas de signaux. Elle vote un verrou pendant que tout cela se met en place. Trisha Meili commence lentement, bien plus tardif, à revenir de son coma. Revenir n'est pas le mot juste. Elle émerge, comme si elle devait être remontée d'une profondeur où la notion même des tombes n'existe plus. Son corps, lui, est attaque, son esprit. Lui est amputé d'un morceau de réalité. Et c'est une douleur particulière, celle de survivre sans pouvoir raconter, survivre sans les fils, survivre avec une page manquante au milieu de son propre livre. La ville, paradoxalement, va utiliser sa survie comme un symbole de victoire. Elle a survécu. Comme si qu'elle rendait l'histoire moins insupportable, mais sa survie. En réalité, ne rend rien plus simple. Elle rend seulement tout plus réel, plus humain, plus tragique, parce que maintenant,
La victime n'est plus une silhouette dans un parc. Elle est une personne qui doit apprendre à vivre avec l'idée que son monde s'effondre pendant qu'elle n'était plus là pour le voir. Et la justice. Pendency temps. Continue de tracer sa ligne. Les accusations se formalisent. Les documents s'accumulent. Le récit public se solidifie. Les 5 garçons sont désormais piégés dans une image qui les dépasse. On parle d'eux comme d'une unité, comme d'un phénomène, comme d'une preuve vivante que la ville avait raison d'avoir peur. Et lorsqu'une société croit que sa puresse justifie, elle devient plus dure, plus impatiente, plus sûre d'elle-même. Il y a une scène mentale, presque universelle. Dans les grandes affaires, la salle d'audience future, où l'on imagine le moment du verdict comme un exorcisme, New York commence déjà à fantasmer ce moment. Un moment où l'on dira coupable et où l'on pourra respirer, comme si l'air devenait un film propre. Mais l'air ne devient jamais propre, il se déplace. Car l'instant où une confession devient publique, l'instant où un récit devient officiel. N'est-ce pas l'instant où l'affaire se termine, c'est l'instant où l'affaire change de nature. Elle cesse d'être une enquête ouverte et devient une bataille d'interpretations. Et dans une bataille d'interpretations, la vérité n'est pas un objet qu'on trouve, c'est un territoire qu'on défend. La partie la plus troublante de tout cela, c'est ce que tout le monde, à sa manière, pense que pour le bien. Les policiers voulant arrêter des agresseurs, les procureurs voulant répondre à une ville terrifiée. Les médias voulant raconter une histoire qui explique. Le public veut se sentir en sécurité. Et pourtant, ce mélange de bonnes intentions et de pressions peut produire un monstre. Une certitude fabriquée, c'est le drame adulte de cette affaire. Elle ne demande pas seulement qui a fait que, elle demande comment une société choisit-elle sa vérité quand elle est pire. Lorsque les 5 garçons quittent les salles d'interrogatoire pour entrer dans le système judiciaire, quelque chose est déjà perdu? La possibilité d'un silence neutre. Tout le monde les avoue déjà à travers un filtre. Ils ne sont plus suspects, ils sont ceux qui ont avoué. Et cette phrase, même si elle est contestée, même si elle est fragile, est une armure narrative. Elle protégeait l'histoire contre le doute. À partir de là, chaque étape sera plus lourde, chaque détail sera plus interprété. Chaque contradiction sera plus dangereuse, et surtout, chaque tentative de nuance sera plus facilement écrasée par la force émotionnelle du récit dominant. Le crime de Central Park a déchiré une femme. Il a aussi déchiré quelque chose d'autre, plus invisible. La capacité d'une ville à atteindre la vérité sans la forcer est maintenant. La ville s'avance vers le tribunal avec une idée déjà fixée dans l'esprit. Le mal a été identifié. Il ne reste qu'à le condamner, comme si la justice était une formalité après la confession. Comme si le verdict ne pouvait être que la confirmation d'une histoire déjà racontée, sauf que dans les grandes affaires, ce qui est déjà raconté n'est pas toujours ce qui est vrai, dans l'ombre de cette certitude. Un doute minuscule, presque imperceptible, commence déjà à s'y former, pas encore assez fort pour changer le cours des choses, mais assez réel pour survivre dans les marges. Il tient dans une sensation. Tout est allé trop vite. Les récits ne s'accordent pas parfaitement. Les mots semblent parfois flotteurs. Comme s'ils avaient été posés là plus tôt qu'évécus, si doute. Pour l'instant, ne peut rien contre la machine. Mais il existe, et l'existence du doute est la première fissure dans un mur. La salle d'audience approchait, les caméras aussi. Les jurés de demain, quelque part. Liront les gros titres d'aujourd'hui. Et Trisha Meili, en apprenant à revenir à elle-même, devra découvrir quoi l'extérieur. Son histoire ne lui appartient déjà plus. Elle appartient à une ville qui l'a transformée en symbole.
Était une justice qui s'apprête à transformer des adolescents en réponse. La nuit du 19 avril la laisse un trou noir au centre. La ville, maintenant, est sur le point de remplir ce trou noir avec une histoire. Et lorsque l'on remplit un trou noir avec une histoire, il arrive parfois que l'histoire tienne, jusqu'au jour où la gravité du réel revient réclamer ce qui lui appartient. Le tribunal n'a pas besoin de crier pour être violent. Il lui suffit d'être sûr de lui, à New York. Quand l'affaire de la juguse de Central Park arrive devant la justice, la ville est déjà assise dans la salle. Même quand elle n'a pas de siège, elle est dans l'air, dans les regards, dans la manière dont les journalistes tiennent leurs stylos comme des armes. Elle est dans la fatigue des familles, dans la colère qui a eu le temps de se cristalliser en certitude. Elle est dans le silence particulier d'un public qui ne vient pas écouter, mais confirme. Et fait a quête de certitude. La justice ne se présente pas comme un lieu d'hésitation. Elle se présente comme un lieu de clôture. La salle d'audience ressemble à ce qu'elle est. Un décor conçu pour imposer la gravité, le bois, les symboles, les règles de posture. L'architecture de l'autorité, on pourrait croire que cette gravité protégeait la vérité. Mais la gravité protégée sur tout le récit qui a déjà pris racine est dans cette affaire. Le récit est puissant, une nuit de chaos. Une femme presque morte, 5 adolescents. Des confessions filmées, la ville veut une fin qui ressemble à une réparation. Trisha Meili, elle n'a pas de fin. Elle a eu un réveil. Quand elle sort du coma, elle sort dans un monde où son histoire circule sans elle. Son corps est là, mais sa mémoire de l'attaque est absente. Elle doit réapprendre des gestes simples, supporter des douleurs qui lui rappellent ce qu'elle ne peut pas se rappeler. C'est une cruauté intime, une double peine. Survivre, mais survivre dans une vie narrative et pendant qu'elle lutte pour revenir à elle-même. La justice, elle, se prépare à raconter sa nuit à sa place, avec la certitude d'un scénario déjà écrit. Si décalage crée une tension sourde, le procès va parler d'une femme dont la voix, au cœur des faits, n'existe pas. La victime est vivante, mais l'événement est muet. Alors ce qui va peser, ils sont des mots d'autres personnes. Des mots prononcés dans des salles d'interrogatoire, des mots transformés en pieces. Des mots qu'on va présenter au jury comme des exclus, alors que certains de ces exclus semblent tordos. Les 5 adolescents sont jeunes et leur jeunesse devient un paradoxe public. À la fois preuve d'une dérive et source de malaise. Mais le malaise n'a pas le temps de grandir parce que la colère les recouvre. Les avocats de la défense tentent de rappeler l'âge, la fatigue, la pression, les contradictions. Ils tentent d'installer une phrase difficile à entendre quand une femme a failli mourir. On peut obtenir des avis faux. Mais une phrase difficile, dans une salle qui vaut du simple, tombe souvent comme une plume sur un mur. Le procès s'organise autour d'un axe. La narration, l'accusation ne se contente pas de présenter des éléments. Elle raconte, elle donne une chronologie. Elle place des silhouettes dans ce parc. Elle transforme la nuit en scène. Et les accusés en acteurs, c'est une stratégie efficace parce que le cerveau humain aime les histoires complètes. Une histoire complète donne l'impression qu'on a compris et comprendre. Ici, est une drogue. Elle soulage la peur, les confessions filmées. Surtout, deviennent un point de gravité. Elles ont une force hypnotique, parce qu'elles donnent au public quelque chose qu'il croit reconnaître. L'aveu. Dans notre imaginaire, est le moment où la vérité se révèle. Or, dans la réalité. L'aveu est parfois le moment où la pression se cristallise en paroles, mais comment expliquer qu'à un jury, sans avoir l'air de défendre l'indéfendable, comment dire?
Regardez aussi ce que vous ne voyez pas, c'est un combat contre une illusion optique. Et les illusions optiques gagnent souvent parce qu'elles ont l'air évidentes, les jures. Ils sont des gens ordinaires placés dans une situation extraordinaire. Et ils ne vivent pas dans le vide, ils vivent dans la ville. Ils ont lu les journaux, ils ont entendu les mots. Widening, mute. Chasse, ils ont vu l'indignation se transformer en consensus. Même si on leur dit d'être neutres, la neutralité est une discipline intérieure rare quand l'affaire est devenue un symbole. Et cette affaire est un symbole d'insécurité. Symbole de fracture sociale, symbole de peur. Les jurés le savent, même s'ils ne le disent pas. Ils savent que leur verdict sera lu comme un message dans la salle. Les familles sont là, les proches de Trisha Meili. Bien sûr, vivent chaque détail comme une agression secondaire. Ils entendent le crime découpé, de crit. Analysent, ils le revivent. Mais sans pouvoir le maîtriser, la douleur d'une famille. Dans un procès, à une présence particulière. Elle n'argumente pas, elle pèse. Elle est un rappel constant de ce qui est en jeu et cette présence. Même involontaire, influence le climat. Il est difficile de regarder une famille brisée et d'accepter une nuance. La nuance. Face au chagrin, peut ressembler à une fois de en face. Les familles des accusés découvrent une autre forme d'horreur. Voir son enfant traité comme une réponse, voir son enfant réduit à un récit public. Voir des inconnus les regarder comme un monstre avant même que le jury n'ait parlé. Elles vivent une solitude violente. Parce qu'elles portent une douleur que la ville ne veut pas reconnaître, la ville reconnaît la douleur de la victime. Et c'est normal, mais elle ne veut pas reconnaître l'idée qu'une autre douleur pourrait exister en parallèle sans être une insulte. La coexistence des douleurs est un concept difficile dans les affaires extrêmes. On veut que la douleur soit hiérarchisée. On veut que la compassion soit exclusive. Sinon, tout devient trop compliqué. Alors on simplifie. On choisit. On tranche. Les procès se déroulent avec une structure qui renforce la sensation d'inéluctable. Les accusations reposent sur des déclarations, sur la construction d'une participation de groupe, sur une lecture de la nuit qui transforme le chaos en scénario. La défense se bat pour montrer les fissures, contradictions entre les récits, incohérences sur des détails, absence de mémoire de la victime. Pression sur des adolescents, mais les fissures. Dans une histoire qui a déjà été absorbée par le public, sont souvent vues comme des détails. Et un jury, face à une affaire aussi chargée, peut être tenté de se dire, ils n'ont pas besoin d'être d'accord sur tout pour être coupables. Cette phrase est humaine, elle est aussi dangereuse. Parce qu'elle transforme l'incertitude en permission. Les jours d'audience s'accumulent comme des couches de peinture sur un mur. Place en paint, place il devient difficile de distinguer ce qui était là au début. Les jurés entendent des descriptions du parc, des trajets, des attaques. Ils entendent des morceaux de nuit. Ils commencent à voir la scène dans leur tête, et lorsqu'on commence à voir une scène, il devient très dur d'accepter qu'elle pourrait être fausse, parce qu'elle semble réelle. L'esprit confond facilement l'image mentale avec un souvenir, surtout quand l'émotion est forte. La presse, pendant ces temps, continue de faire ce qu'elle fait. Elle raconte un procès comme une bataille. Elle cherche des phrases frappantes, des moments dramatiques. Chaque audience devient un épisode, chaque haussement de sourcil, chaque silence, chaque réaction devient matière. Le procès n'est pas seulement un processus juridique, il est un spectacle. Et lorsque la justice devient un spectacle, la pression augmente. Personne ne veut être l'acteur qui découade l'attente collective, puis vient le moment où l'on sent la salle basculer vers la fin.
Les plaidoiries finales, là. On ne discute plus, on affirme. On n'y nuance plus, on frappe. L'accusation parle comme si elle refermait une plaie. Elle insiste sur l'horreur, sur l'idée d'un groupe, sur la nécessité de protéger la ville. Elle offre aux jurés quelque chose de tentant, la possibilité de rendre un verdict qui ressemble à une réparation sociale. La défense, elle doit faire quelque chose d'extrêmement difficile, demande aux jurés de résister à la tentation de la fin. Lord dire in substance. Ne condamnez pas parce que vous avez besoin de conclure. Leur demande de choisir une position inconfortable. Celle du doute raisonnable, celle de l'attente. Celle de l'impopularité possible dans une affaire qui a envahi la conscience collective. Le doute raisonnable n'est pas seulement une notion juridique, c'est un acte de courage. Et le courage, dans une salle pleine de douleur, est rare. Quand les jurés se retirent pour délibérer, le temps se fixe à nouveau, les minutes deviennent lourdes. Comme si la ville entière retenait sa respiration, dehors. Les gens attendent dans les couloirs. On chuchote dans les rédactions. On prépare déjà des titres parce que tout le monde assiste à l'impression que le verdict est une formalité. Et lorsqu'on croit que le verdict est une formalité, on oublie l'abîme qu'il ouvre. Le verdict tombé. Est-il tombé comme un geste collectif? Coupables, le mot traverse la salle avec un effet paradoxal. Pour certains, il apaise. Pour d'autres, il glace. Mais surtout, il fixe. Il transforme une histoire contestée en vérité officielle. Il donne à la ville l'illusion d'un verrou. On trouve le mal, on l'enferme. On peut recommencer à vivre, sauf que le verrou. Dans cette affaire, n'est pas un verrou de métal. Et c'est un verrou psychologique. Les condamnations suivantes. Lords, pour C.S. garçons. Cela signifie des années, des vies déplacées. Des jeunesses amputées pour la ville. Cela signifie une page tournée. Et voilà l'une des phrases les plus cruelles que la justice puisse produire. Page tournée. Parce qu'on ne tourne pas une page sur une femme dont le corps porte l'attaque. Sur des enfants dont l'adolescence se transforme en détention. Sur une ville dont la mémoire collective a été brûlée. Trisha Maylie, en parallèle, entame une autre forme de procès, le procès du quotidien. Le procès de la reconstruction, reapprendre à marcher. À travailler, à dormir sans être envahi par une peur qui n'a pas de souvenir précis, mais qui a une présence totale. Elle a survécu. Et cette survie est héroïque. Mais survivre, ici, ne signifie pas fin, cela signifie après. Et l'après est une unité étrangère. Les 5 condamnés entrent dans le système pénitentiaire avec un poids particulier. Ils ne sont pas seulement des détenus, ils sont les Central Park 5. Un label, une affaire, une histoire, et ce label les suivra partout. Il les écrase, il les définit. Il les enferme dans une identité que le tribunal a validée, mais que le temps, lui, n'a pas encore testé. Dans les mois qui suivent, la ville respire un peu. Les gens se disent, c'est réglé. Et dans cette phrase, il y a une douceur dangereuse. C'est réglé veut dire je peux arrêter de penser, je peux croire que le monde a un ordre. Je peux croire que l'État a fait son travail, je peux recommencer à courir dans le parc. Mais l'affaire, elle est, ne se règle pas, elle se tait. Elle se tait dans les contradictions qu'on arrange. Elle se tait dans les détails qu'on a jugés secondaires. Elle se tait dans l'absence de mémoire de la victime, dans la fragilité des récits, dans la pression qui a produit les images d'aveu. Elle se tait surtout dans une question que la ville ne veut pas entendre parce qu'elle est insupportable.
Et ça est la fin officielle et n'était pas la fin réelle. Cette question ne hurle pas encore. Elle n'a pas de micro, elle n'a pas de plateau télé. Elle n'a pas de mouvement organisé. Elle existe seulement chez quelques personnes. Comme un malaise qui ne se résout pas, comme une gêne au fond de la gorge. Un malaise qui dit « c'était trop rapide ». C'était trop parfait, c'était trop utile. Et pourtant, la machine sociale adore les fins utiles. Une fin utile permet d'avancer. Une fin utile protège la confiance. Une fin utile évite de regarder la possibilité d'une erreur, alors on choisit la fin utile. Et on appelle que justice, mais dans les grandes affaires, le doute a une patience terrible, et il attend. Il se nourrit du temps, il se nourrit de chaque nouvelle relecture. De chaque progrès scientifique, de chaque voix extérieure qui ose dire « Attendez, à partir du verdict ». L'affaire change encore de peau, elle cesse d'être l'histoire d'une nuit. Elle devient l'histoire des années qui suivent, une histoire de vies volées, de réputation publique, de reconstruction impossible. Une histoire où la ville croit avoir retrouve le contrôle, alors qu'en réalité, elle a simplement rangé la peur dans son tiroir et ce tiroir. Un jour s'ouvrira. Pas parce que quelqu'un le voudra gentiment, mais parce que la vérité, lorsqu'elle n'a pas été regardée jusqu'à bout, revient toujours sous une forme ou une autre. Elle revient comme une question, comme une trace, comme une confession tardive, comme une science qui murmure autre chose. Le tribunal prononce un mot coupables. La ville s'est autorisée à respirer, mais l'air, dans cette affaire, n'est pas propre. Il est simplement immobile, et quand l'air est immobile trop longtemps, il finit par devenir irrespirable. La prochaine étape ne sera pas un nouveau procès. Pas tout de suite, si sera pire. D'une certaine façon, si sera le temps. Le temps qui use les certitudes, le temps qui vieillit les corps, le temps qui rend certaines vérités plus difficiles à enterrer, parce que maintenant, derrière les barreaux, 5 garçons vont grandir. Et dehors, une femme va tenter de redevenir elle-même. Et au-dessus de tout cela, une ville va porter une histoire qu'elle croit terminée. Sauf qu'une histoire terminée ne revient pas, celle-ci. Elle va revenir. Et quand elle reviendra, elle ne demandera pas la permission. On s'imagine toujours que la prison ressemble à une fin, une porte qui se referme. Un bruit sec, puis le silence. Mais pour ceux qui entrent très jeunes, la prison n'est pas une fin. C'est un monde qui avale les années comme on avale de l'eau, et l'eau, jour après jour, finit par changer la forme de la pierre. Après les verdicts, New York respire comme si le crime avait été étrange. Les journaux passent à d'autres titres. Les débats se déplacent. La ville continue de courir, de klaxonner, de survivre. Central Park redevient, pour beaucoup, un décor. Et c'est précisément là que la deuxième violence de l'affaire commence, la violence du temps. Parce que le temps n'efface pas, elle transforme. Il transforme la douleur en fatigue, la colère en habitude, la certitude en histoire racontée sans trembler. Il transforme aussi des adolescents en hommes derrière des murs. Pour Antoine McCrae, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana et Corey Wise. L'enfermement ne commence pas avec une explosion émotionnelle, il commence avec une routine. Une routine qui, à seasons, est une forme de déshumanisation. Lever à heel fixe. Compter, manger vite. Marcher dans des couloirs qui s'entendent les métal et la sueur. Apprendre les règles non écrites d'un endroit où l'erreur se paye. La prison n'est pas seulement une punition, c'est une école de réflexes. On apprend à ne pas regarder trop longtemps. On apprend à ne pas paraître faible.
On apprend à parler plus, on apprend à respirer sans faire de bruit. Et quand on apprend à vivre ainsi à 14 ou 15 ans, on n'apprend pas seulement la survie. On apprend aussi une forme de peur qui ne vous quitte plus, la première chose que le temps fait. C'est ce qu'il voulait la continuité. Les garçons entrant avec des visages d'adolescence. Des épaules encore trop étroites, une naïveté qui n'a même pas sur les temps de devenir cynisme. Les années passant et ils grandissent dans un espace qui ne ressemble pas au monde. Ils grandissent sans fêtes d'anniversaire normales, sans premières amours sûres, sans liberté de se tromper sans conséquences. Ils grandissent dans un endroit où la moindre décision peut déclencher une violence. Ils grandissent avec une sensation constante. I see. Mon corps ne m'appartient pas complètement. The horse. La ville a déjà assigné une identité, le Central Park 5. Une étiquette qui colle à la peau, une étiquette qui vous précède. Dans les prisons, cette étiquette est un danger supplémentaire parce qu'elle est reconnue, même de loin. N'est-ce pas forcément une protection? Cela peut être une cible. Cela peut être une provocation. Cela peut être une rumeur qui circule avant vous. Une histoire que d'autres violents punir à nouveau, Corey-wise. Surtout, porter une vulnérabilité particulière. Il est plus sage que certains, mais il se retrouve dans un système qui peut être plus dur. On peut sortir de prison et ne plus savoir dormir autrement qu'avec une OL ouverte. On peut sortir et sursauter au bruit d'une porte. On peut sortir et se rendre compte qu'on a appris à vivre dans la menace, que la menace est devenue un langage intérieur. Dans ces années, la vie des garçons devient une succession de petites pertes invisibles. La perte d'un être, la perte d'un visage d'ami qui disparaît du quartier. La perte d'une mère qui vieillit sans vous, d'un père qui se fatigue. De frères et sœurs qui grandissent avec un trou dans la maison, et si tout n'est pas seulement qu'une absence. C'est une présence douloureuse, une présence faite de questions, de jugements, de regards. Parce que dans les quartiers, on n'y est pas seulement en prison. On est le garçon du scandale, on est celui que la ville a condamné. Chaque visite, chaque appel. Portez le poids de cette histoire publique. À l'extérieur, la famille de Trisha Melly vit une autre forme de temps, le temps de la reconstruction. Une reconstruction qui ne ressemblait pas à une victoire nette, mais à un travail patient, humiliant parfois, parce qu'il faut tout réapprendre. Réapprendre à faire confiance à son propre corps, réapprendre à se déplacer sans ressentir une menace partout. Réapprendre à exister avec un trou noir dans la mémoire, un événement qui n'a pas de narration intérieure mais qui a laissé une trace dans la chair. Trisha Melly se reconstruit, et cette reconstruction devient aussi un symbole. Elle devient l'image de la survivante, mais être une survivante. Dans une affaire aussi médiatisée, c'est vivre avec une double exposition, celle de l'attaque et celle du regard public. Les gens veulent qu'elle soit un récit de courage. Ils veulent que sa vie éprouve quelque chose. Ils veulent une morale. Oh, la morale ne guérit pas les nuits. La morale ne chasse pas les flashs d'angoisse. La morale ne rend pas la mémoire. Dans ce passage, l'affaire pourrait rester figée. Un crime, une condamnation. Une reconstruction, un récit qui se range. Sauf que le temps, lui, travaille en silence. Il travaille sur les preuves, sur les souvenirs, sur la manière dont on regarde les procès après coup. Il travaille aussi sur la conscience collective, ce qui semblait évident au début devient. Parfois, étrange quand on le revoit. C'est ainsi que le doute commence à se glisser, lentement, dans les marges, au départ. Si doute n'est pas une conviction, c'est une sensation. Une gêne, une question que certains n'osent pas formuler parce qu'elle ressemble à une trahison envers la victime.
Et si, les est dangereux? Parce qu'il ouvre une porte que la ville a fermée pour survivre. Il ouvre la porte du chaos. Car si les condamnes ne sont pas les bons, alors la justice a échoué. Et si la justice a échoué, alors tout le monde est vulnérable à l'erreur. Dans les années 1990, si type de doute n'a pas encore la puissance qu'il aura plus tard, il circule dans des cercles plus petits, des avocats, des militants, des journalistes, des gens qui relisent les transcripts, qui écoutent les enregistrements, qui notent les incohérences. Ils voient les contradictions des confessions, la manière dont elles divergent sur des détails cruciaux. Ils voient aussi que l'affaire repose sur une histoire de groupe. Mais est-ce que la matière, les éléments physiques ne donnent pas toujours la même clarté narrative? Le problème, c'est qu'une fois qu'un verdict a été rendu, la société préfère souvent la stabilité à la correction. Corriger, c'est admettre. Admettre, c'est humilier. Humilier une institution, c'est ébranler la confiance. Alors on résiste, on se dit, c'est trop tard, le dossier est clos. Ils ont avoué, et la phrase ils ont avoué continue d'agir comme un mur. Elle empêche l'esprit de passer pendant 6 temps. La vie en prison continue d'user. Les garçons deviennent des hommes avec des habitudes de détenus. Et c'est l'une des choses les plus cruelles, me selon Soranger. On ne sort pas intact. On sort avec un corps qui a vécu dans la tension. On sort avec un esprit qui a appris à se fermer. On sort avec une colère qui ne s'est pas toujours à l'air. On sort, parfois, avec une honte étrange, la honte d'avoir surveillé à quelque chose qui vous a pris une partie de vous. Les visites familiales, lorsqu'elles existent, sont des moments suspendus, des minutes volées au système. Une mère qui vous regarde comme si elle essayait de graver votre visage pour ne pas le perdre. Un père qui s'était parce qu'il ne veut pas craquer. Des mains qui se touchent à travers une table. Et dans ces moments, on comprend une vérité simple. Une condamnation ne punit pas seulement l'accusé. Elle punit une constellation de personnes autour, la douleur des familles des victimes. Elle aussi ne diminue pas. Elle se transforme en une présence permanente, même quand la vie passe à autre chose. Si les familles ne passent pas, elles vivent avec une vie qui ne se remplit pas. Et même dans un cas où la victime est survie, la survie ne signifie pas retour. La vie d'avant est morte, la vie d'après est une autre vie. Et cette autre vie porte, souvent, des cicatrices invisibles que les gens ne voient pas quand ils disent, elles s'en sont sorties. Au fil des années, l'affaire devient presque une légende urbaine. On la raconte pour expliquer l'insécurité de l'époque, pour illustrer la violence, pour nourrir des débats politiques. Elle devient une référence. Et lorsque quelque chose devient une référence, on cesse de le regarder comme une histoire humaine. On le regarde comme un exemple, ou les exemples écrasent toujours les individus. Mais le temps, encore une fois, travail, et avec le temps, la science change aussi les méthodes d'analyse de l'ADN. En particulier, progressent. Si il n'est pas une révolution immédiate dans l'affaire, pas encore. C'est plutôt un frémissement, la possibilité que ce qui était autrefois inconnu puisse devenir lisible. Comme si la matière, lentement, apprenait une nouvelle langue dans les coulisses. Des demandes apparaissent, des analyses, des réexamens, des tentatives de rouvrir des questions. Ce n'est pas spectaculaire, c'est bureaucratique. C'est lent, c'est frustrant. Mais c'est une fissure dans le mur du qui se termine. Et dans une affaire comme celle-ci, une fissure suffit à faire entrer le froid, les garçons. Hugues entendent des échos. Ils entendent que des gens se battent dehors. Ils entendent que certains croient qu'ils ont été condamnés à tort.
Cela peut sembler être une lumière, mais c'est aussi une torture. Parce qu'espérer en prison est dangereux. Espérer. C'est donner à l'avenir un pouvoir de vous détruire. Quand l'espoir se brise, il ne vous laisse pas neutre, il vous laisse place vide. Ainsi, beaucoup apprennent à espérer en silence, à ne pas se faire d'illusions, à survivre d'abord. Et rêver ensuite, mais même le silence n'empêche pas le temps de passer. Les années s'accumulent, et plus elles s'accumulent, plus une question devient insupportable si un jour on découvre que le verdict était faux. Quoi rendre 6 années, personne. C'est cette pensée qui rend l'affaire profondément transformante. Elle oblige à regarder une réalité que les récits de crimes aiment éviter. La justice, même quand elle y agit avec conviction, peut produire des dégâts irréversibles, et ces dégâts ne se réparent pas avec des excuses. Ils se portent comme des cicatrices. Pendant que les garçons vieillissent derrière les murs, Trisha Maylie construit une identité autour de la survie. Elle tente de reprendre le contrôle de sa vie, de ne pas être réduite à la joggeuse. Elle veut être une personne entière, pas un symbole. Mais la société aime les symboles plus que les personnes, et chaque fois que l'affaire revient dans les médias, elle est ramenée à cette nuit à City Park. À cette violence, on lui demande implicitement de représenter quelque chose, d'éprouver quelque chose, d'être la preuve vivante que la ville a raison d'avoir eu peur. Ou la peur, lorsqu'elle devient une identité collective, est une prison aussi au bout de plusieurs années. La ville commence à oublier les détails, mais elle se souvient de l'essentiel. Ils ont été condamnés, cette mémoire est confortable. Elle permet de raconter l'histoire comme une victoire de la justice, mais dans les marges. Les détails oubliés continuent de gratter, les contradictions continuent d'exister. Même si peu de gens les regardent, les progrès scientifiques continuent d'avancer. Même si les institutions ne sont pas pressées de les utiliser. Et puis, il y a un autre élément que le temps fait émerger, les crimes ne se déroulent pas dans un vide. Ceux qui font du mal, souvent, font du mal plus d'une fois. La violence, pour certains, est une habitude, un schéma, une trajectoire. Et c'est là que l'histoire s'apprête à changer de direction, sans que personne ne le voie venir. Parce qu'au milieu des années, quelque part, un autre homme existe, un homme qui n'est pas dans les récits publics de 1989. Un homme dont le nom n'est pas sur les gros titres. Un homme qui, dans l'ombre, poursuit sa propre trajectoire de violence. Et lorsque cette trajectoire finira par croiser l'affaire de Central Park, le récit officiel va trembler. Mais pour l'instant, dans cette partie 5, la vérité est encore une présence silencieuse. Elle est dans les années volées, dans les vies suspendues, dans la fatigue de ceux qui continuent de se battre et dans le soulagement de ceux qui préfèrent croire que tout est terminé. La prison continue d'user les garçons, la reconstruction continue d'user Trisha Maylie. La ville continue d'avancer en portant une certitude comme un talisman. Et sous cette certitude, le temps, patient et impitoyable, prépare la suite. Parce qu'un verdict peut enfermer des corps, mais il ne peut pas enfermer la réalité pour toujours. Un jour, la réalité revient, parfois avec un nom, parfois avec une trace, parfois avec une confession tardive. Et quand elle revient, elle ne demande pas gentiment. Elle renverse la table.